Bonjour les STI 2D. Alors, chose promise, chose due, je vous envoie cette fameuse vidéo YouTube sur l'analyse du texte de Claudel, Le Port. Donc vous avez dû voir l'intro, puisque je l'avais prise en photo et donc je vous l'avais envoyée sur le groupe WhatsApp. Au niveau de la lecture, dans un groupe comme dans l'autre, j'ai bien insisté sur la mise en valeur des termes qui se rapportent à la chair, au corps. Concernant les mouvements du texte, de la ligne 1 à la ligne 12, on a le portrait du porc. Et ensuite, de la ligne 13 à la ligne 22, on a la symbolique du porc. La problématique, ou projet de lecture, peut se formuler ainsi. Comment l'écriture poétique parvient-elle à métamorphoser le porc en objet charnel symbolique? Donc on commence avec le premier mouvement. Alors dès la ligne 1, le poète annonce son projet, comme dans une sorte d'introduction. La phrase est mise en valeur parce qu'elle est isolée. Le je, pronom personnel de première personne, donc montre l'implication du poète dans son texte. Le terme de peindre est une référence picturale, c'est-à-dire à la peinture. Il s'agit de faire donc en quelque sorte le portrait du porc. Il devient un objet pittoresque, c'est-à-dire digne d'être peint. Le jeu poète devient peintre, exactement comme Baudelaire dans son recueil Le peintre de la vie moderne, qui est un recueil d'essais traitant du peintre Constantin Guy. On peut remarquer aussi dans Je peindrai l'emploi du temps du futur, qui montre le projet, et le terme de porc qui est mis avec une majuscule et qui lui confère une certaine noblesse. Finalement, c'est presque une allégorie, c'est le symbole du porc. Ensuite, à la ligne 2, commence alors le portrait du porc, introduit par le présentatif « c'est » et le présent de description. Le mot « bête » renvoie à la condition d'animal, dénué donc de bon sens, et le poète va insister sur la solidité du porc, son aspect trapu, massif, et puis dépourvu de véritable forme également. On peut voir par exemple les deux sans, S-A-N-S, qui sont des termes négatifs et qui montrent que le porc est démuni d'une forme identifiable. Avec le pronom indéfini ça, on a ce qu'on appelle une réification. C'est le contraire d'une personnification. Avec la réification, on va transformer un être vivant en chose. Le ça étant un terme qui effectivement désigne plutôt une chose. Ça fonce en avant, souligne une absence de réflexion, et la comparaison avec un soc. Le soc, il faut savoir que c'est une pièce de charrue qui sert à retourner la terre. Cette comparaison, là encore, contribue à identifier le cochon à un objet et non pas à un être vivant. À la ligne 3, le verbe au participe présent cahotant souligne la maladresse, le manque d'équilibre, l'absence de grâce de cet animal. Les 4 jambons le réduisent à sa caractéristique de nourriture. Les 4 jambons, ce sont donc les 4 jambes, entre guillemets, les 4 pattes, dans lesquelles on va faire effectivement le jambon. L'adjectif trapu est à mettre en relation avec l'adjectif solide, qui, là aussi, une fois encore, souligne le manque de finesse, d'élégance. A priori, le porc n'a rien d'un objet poétique. On a ensuite la phrase qui commence par « scène », avec la métaphore de la trompe en marche. Cette image est très étrange, je l'ai dit aux deux groupes. Les deux groupes, chaque élève d'un des groupes est allé au tableau pour dessiner une trompe d'éléphant. Cette trompe d'éléphant semble très étrange pour désigner le groin d'un cochon, et c'est sans doute un symbole phallique vu la suite du poème. Alors, par symbole phallique, le phallus, c'est le sexe de l'homme. Donc, symbole phallique, symbole ayant trait au sexe de l'homme. Donc, c'est une trompe en marche, donc qui montre qu'il s'agit d'activité, c'est-à-dire que l'objet poétique, le porc, est vu en mouvement et non pas statique. On peut repérer aussi dans les lignes 3 et 4 une allitération en que, qui, quête,
qu'il, appliquant, corps. Des sonorités finalement assez dures qui semblent imiter le bruit du cochon, son groin. Je ne sais plus comment il couine. Ah, le cochon couine, son couinement. À la ligne 4, le terme de pompe fait penser au terme trompe. De la même manière, il s'agit d'un objet, enfin d'un symbole plutôt allongé. Et peut-être même ici, entre pompe et trompe, une espèce de rime interne, c'est-à-dire pas une rime, puisqu'on n'a pas de vers, mais à l'intérieur, une sonorité qui revient à l'intérieur de mots, de phrases du poème en prose, et qui évoque un peu la même chose. Donc il avale tout, c'est le terme de ingurgite le souligne, et la phrase a une formulation un petit peu bizarre, puisqu'elle commence par « que », s'il a trouvé un trou, nanana. C'est une formule plutôt, comment je dirais, plutôt orale, plutôt familière de parler. Et s'il a trouvé le trou qu'il faut, bien évidemment, là aussi, si on considère la dimension sexuelle du poème, on imagine bien de quel trou il s'agit. À la ligne 5, le terme « se vautrer », c'est un terme péjoratif qui montre qu'il y a un lâcher-prise, un laisser-aller total. Le complément circonstanciel avec énormité insiste sur la grosseur de l'animal, son attitude disgracieuse. Et on a un parallélisme de construction entre ce n'est point nanana, ce n'est point nanana, c'est nanana. Le porc va être comparé à ce moment-là à d'autres animaux, moins repoussants, moins sales, le canard, le chien, qui eux sont caractérisés par des termes mélioratifs, frétillement, allégresse, alors que le porc, lui, est caractérisé par des termes négatifs. À la ligne 6, le terme de jouissance est évidemment une allusion sexuelle, c'est le summum du plaisir physique pour le porc, un plaisir presque érotique. Et on a 4 adjectifs ensuite en accumulation qui montrent l'entièreté de ce plaisir. C'est à la fois le plaisir, un plaisir charnel, complet, avec le sens du toucher. À la ligne 7, on a une énumération avec il, juxtaposition de propositions très courtes avec une accélération du rythme. Alors, après, peut-être, qui correspond peut-être à une accélération du rythme cardiaque en lien avec cette jouissance. On va avoir à ce moment-là un mélange de sensations olfactives. Il renifle, gustative, il sirote, il les déguste. Et finalement, l'on ne sait si, avec le pronom indéfini on et la tournure de phrase négative, montre un certain mystère autour de ce comportement du cochon. À la ligne 8, l'adjectif précédé de l'adverbe tout rond insiste une fois encore sur son apparence physique. Et à ce moment-là, on va avoir une allitération en s dans s'avance, s'enfonce, le sein. Il y a une forme d'érotisme qui est mise en valeur, comme le bruit de succion, lorsqu'il entre dans la boue, à comprendre peut-être comme le sexe féminin. L'accumulation grogne, jouit encore, là aussi il s'agit d'allusions sexuelles. On va noter une contradiction ensuite entre le terme de recès, qui vient du latin recessus et qui signifie le départ, le congé, qui est employé en français dans le sens de refuge, mais c'est un mot littéraire et vieilli. Et à côté de ça, on a les triperies, quelque chose de beaucoup plus trivial. Les tripes, c'est les viscères, c'est tout ce qu'on a dans le corps qui permet de digérer. Donc là, on a une association un peu contradictoire entre ce terme littéraire et vieilli et ce terme beaucoup plus trivial de triperie qui renvoie aussi au jambon. C'est la matière nutritive du cochon avec son ventre, ses intestins et le sang, par exemple, dont on va faire du boudin. Le fait que ce soit une jouissance profonde, viscérale, donc viscérale, c'est là aussi, c'est vraiment intérieur, les viscères, c'est tout ce
ce qu'on a à l'intérieur du ventre. Le clignement de l'œil, c'est peut-être un détail qui souligne le plaisir ressenti. À la ligne 9, on a une contradiction entre amateur et donc pas spécialiste, et profond, donc a priori quelqu'un qui s'y connaît bien. Ceci dit, là encore, l'adjectif pourrait connoter une allusion sexuelle, puisque profond peut renvoyer aussi à l'image de la pénétration. La subordonnée qui suit, bien que, est une expression de la concession. On voit que le cochon a un odorat très développé. Par exemple, il ne faut pas oublier qu'on utilise les cochons pour leur odorat pour trouver des truffes. Vous savez, ces champignons là qui poussent dans les forêts et qui coûtent très très cher. On peut utiliser des chiens truffiers ou des cochons truffiers. Ils sont très réputés pour avoir un sens de l'odorat développé. La périphrase qui commence à appareil et odorat, évidemment, désigne le groin. À la ligne 10, on a un jeu sur les sonorités. Parfum, passager, fleurs, fruits, frivole. On notera d'ailleurs avec ce dernier terme, frivole, une personnification, parce que frivole, on parle plutôt d'une femme frivole, c'est-à-dire légère, qui s'intéresse à superficielle, quoi, en quelque sorte. L'odeur va vite s'évaporer, alors que le goût, lui, va rester plus consistant. À la ligne 11, en tout, montre que le porc ne laisse donc rien passer, que la nourriture, c'est la seule préoccupation de son existence, et que cette nourriture est valorisée grâce à une accumulation de 3 adjectifs mélioratifs. Ensuite, à la ligne 12, on a ces deux choses, c'est CES, qui est un déterminant démonstratif et qui va mettre donc en relief les 2 éléments qui vont suivre après. Donc les 2 choses qui sont les plus importantes pour le porc, c'est la terre, donc la boue, et l'ordure, ce dont personne ne veut. Mais l'ordure, c'est aussi parfois utilisé pour désigner la luxure, la débauche, le fait de ne pas avoir une sexualité traditionnelle, mais au contraire une sexualité exacerbée et débauchée. Ensuite, on attaque sur le deuxième mouvement, à partir de la ligne 13. Donc à ce moment-là, on va avoir non plus une description du porc en action, mais une symbolisation du porc. En cela, Claudel est l'héritier des poètes modernes que sont les symbolistes comme Rimbaud, par exemple, ou Mallarmé. À la ligne 13, donc, on a une exclamation avec 2 adjectifs qui vont mettre en valeur cette phrase très brève. Il s'agit d'une marque de modalisation, un jugement du poète avec ces 2 caractérisations. Les 2 adjectifs, gourmand, paillard, sont en rapport avec les plaisirs de la chair. Paillard, ça veut dire débauché. Ça désigne une personne ou une chose qui fait ça désigne à la fois une personne ou une chose et ça renvoie à des allusions sexuelles plus ou moins subtiles. Paillard, on parle de chanson paillarde quand c'est une chanson où on va parler de la sexualité. Mais sur un ton drôle, on va dire, sur un ton comique, paillard. C'est vraiment un peu les chansons, si vous voulez, les chansons de gars qui ont un peu trop picolé et qui chantent des choses sur les filles et viens là que je te prenne, quoi, en gros. On a ensuite si je vous présente ce modèle, le je et le vous montrent qu'il y a une complicité auteur-lecteur qu'on va retrouver d'ailleurs dans le avouez-le un petit peu plus loin. Le terme de modèle est évidemment assez ironique car le porc ne semble pas pouvoir y correspondre. Donc finalement, le poète admet qu'il pourrait y avoir une sorte d'insatisfaction du lecteur au choix de cet animal qui est si peu poétique. Donc une espèce de provocation de la part de l'auteur. À la ligne 14, on a une accumulation de propositions négatives, ni le corps ne, ni la doctrine n'est, qui montrent que le corps, contrairement à ce qui a été dit précédemment, ne se suffit pas à lui-même. Et donc, ça soulignerait l'importance de l'esprit. La doctrine dont il est question est énoncée par la suite dans la citation, entre guillemets, à la ligne 15, sous forme de morale, de leçon de sagesse. L'œil seul ne peut voir la vérité des choses et des êtres. Il faut la participation de l'être tout entier, le corps et l'esprit.
Le bonheur est érigé en valeur suprême, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour l'homme. À la ligne 16, notre devoir, notre patrimoine montre que d'abord, donc, il y a une complicité entre l'auteur et le lecteur avec cette première personne du pluriel, mais ça montre aussi une certaine communion entre l'homme et l'animal, et l'animal. Tous sont en quête de bonheur, bonheur charnel, bonheur spirituel, comme le montre l'adjectif parfait. À la ligne 17, on a la conjonction de coordination mais qui montre qu'on va passer à autre chose. On pourrait d'ailleurs éventuellement couper aussi ici le texte. La proposition avait été faite en classe l'année dernière. Là, on revient au port, alors que le poète semblait s'être perdu un peu dans des considérations quasi philosophiques. Le tel que celle, etc., compare le port avec un texte d'autorité, c'est-à-dire un texte de l'Antiquité qui est repris par de nombreux auteurs. C'est pour ça qu'on parle de texte d'autorité pour dire que ça fait autorité dans le domaine de la littérature. Ça renvoie au mythe d'Énée. C'est une référence assez étrange. Alors, peut-être vous expliquer rapidement qui est Énée. Je pense que vous avez tous entendu parler de la guerre de Troie entre les Grecs et les Troyens. Le fait que les Grecs aient vaincu les Troyens en mettant le feu à la ville de Troie, en introduisant, vous savez, le fameux cheval d'Ulysse qu'Ulysse avait construit et qui était plein de soldats qui sont rentrés donc pendant la nuit. Et Énée est un Troyen, un des rares Troyens à avoir échappé au massacre. Et il va errer pendant des années pour trouver une terre nouvelle. Cette terre nouvelle sera le Latium, c'est-à-dire la colline, entre guillemets, autour de laquelle Rome va se construire. Alors cette comparaison avec ce texte d'autorité du mythe d'Énée semble assez étrange dans ce texte. Alors peut-être faut-il y voir une référence aux animaux qu'on sacrifiait pour lire dans leurs entrailles. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur Énée, n'hésitez pas surtout à vous renseigner. C'est vrai qu'en tout cas, cette apparition cette référence à l'Antiquité paraît assez étrange. Ensuite, on a l'apparition de la femelle du cochon, la truie, donc figure de la maternité, et donc truie qui a été fécondée, puisqu'elle va avoir des marcassins. À la ligne 18, cette truie va être associée à un vocabulaire religieux et politique, donc quelque chose qui dépasse le corps, le charnel. Elle devient le symbole de la fécondité même. Son flanc, donc on l'a dit en classe, c'est les côtés de son corps, est plus que, on a une comparaison, le corps de la truie est comparé à un paysage à découvrir, ce qui renvoie finalement à la ligne 1 avec l'idée de peinture. Le terme obscur connote quelque chose d'inquiétant, de mystérieux, d'occulte. Alors peut-être est-ce une référence ici à l'alchimie. Et les collines dont il est question rappellent évidemment les formes arrondies auxquelles on associe les femmes d'une manière générale avec leurs seins et leurs hanches, et plus particulièrement les femmes enceintes qui ont en plus cette forme arrondie de gros ventre. À la ligne 19, le verbe se couche montre chez la truie une position d'abandon, mais une femme qui se couche, là aussi on peut y voir une allusion sexuelle. L'adverbe, le participe présent donnant montre une générosité maternelle. Le terme de bataillon renvoie, donc c'est bataillon, ça veut dire qu'il y en a un grand nombre de marcassins, mais c'est aussi une métaphore de la guerre qu'on peut retrouver dans le participe présent marchand. Ça évoque un peu, plus particulièrement, l'infanterie, c'est-à-dire les soldats qui sont à pied, qui marchent. Les marcassins, donc, sont les petits de la truie, à savoir qu'elle peut en avoir quand même 14 d'un coup. Donc effectivement, ça commence à faire beaucoup. À la ligne 20, on a « elle me paraît ». Le me souligne une intervention du poète. Ça souligne aussi sa subjectivité avec le verbe paraître, il me semble.
montre qu'on est dans un jugement de la part de l'auteur. Le terme d'image renvoie à nouveau au domaine pictural, mais peut signifier aussi l'idée de symbole. C'est à rapprocher des collines, donc toujours les formes arrondies. Et on a à ce moment-là une allitération en M, donc des sonorités très harmonieuses, image, même, mon, qui vont souligner l'idée de maternité, de protection. Le verbe traire, trait, renvoie à l'idée d'animal, puisque c'est effectivement les vaches, la plupart du temps, que l'on traite, mais bon, on traire les chèvres, les brebis, etc. Sauf que cette fois, c'est appliqué aux humains, et plus particulièrement aux humains qui sont contenus dans les villages de la ligne suivante. On a donc ici une métonymie. Et cette idée nous montre qu'on a une substance nourricière. On avait parlé, vous vous souvenez, du père nourricier, le soleil, dans le poète du même nom de Baudelaire. Ici, c'est bien le principe féminin qui est associé à la nourriture. Et on a à ce moment-là une multiplication des images, le corps de la truie représenté par les monts, les marcassins par les grappes de village, le lait qui coule étant associé au torrent. À la ligne 21, on a un parallélisme de construction avec non moins, qui met en valeur deux termes péjoratifs, aussi bien appliqués aux animaux qu'aux humains. Et enfin, à la ligne 22, avec le retour à la ligne, comme à la première ligne, on a une mise en valeur de cette phrase très courte qui renvoie au processus de l'alchimie, puisqu'il est question du sang du porc que l'on transforme en or, qui permet de fixer l'or. Et donc, dans ce poème, on a à la fois la boue, au sens propre du terme, et l'or. Donc, ça montre le caractère finalement prestigieux du porc. En conclusion, on peut dire que le poète souligne la dimension charnelle et quasi sexuelle du porc, mais il n'omet pas d'en faire aussi un objet symbolique. Le porc, cet animal réputé pour sa saleté, est ici peint de manière pittoresque. Il faudrait peut-être signaler que dans le langage familier, un porc désigne un homme sale, débauché, glouton, et que ce terme a récemment été employé pour libérer la parole de femmes confrontées aux attentes sexuelles de personnes peu scrupuleuses. Voilà, ce qui nous permet effectivement de faire une ouverture, et pourquoi pas une ouverture sur la chanson d'Angèle, Balance ton quoi. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie aussi pour cette année que nous avons passée ensemble. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour le bac. Voilà, au revoir.